Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour cette petite discussion en ligne. Comme d'habitude, je rappelle que les discussions ici font partie d'un cycle de discussions qu'on fait avec le CADTM sur plein de sujets. La dernière en date, c'était sur la Chine-Afrique, pardon. On a eu d'autres sur la dette belge, sur les fonds vautours. Et alors, si je retrouve la discussion, je vous mets le lien de la playlist YouTube dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la situation des coups d'État en Afrique, puisque depuis 2019, on a assisté à une dizaine de coups d'État et de transitions politiques un peu tumultueuses. Donc dans 7 pays différents, donc la Guinée, attends, je vais rentrer les gens en même temps, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan et le Gabon. Et donc, dans plusieurs cas, on a eu l'arrivée de militaires au pouvoir pour remplacer des politiciens perçus comme corrompus et inefficaces. Et donc, ça s'est fait sur un fond de situation sécuritaire extrêmement compliquée. Et cette arrivée des militaires a été accueillie, en tout cas semble-t-il, favorablement dans plusieurs cas par une partie importante des populations. Et donc, les nouveaux régimes qui sont en place, en tout cas surtout dans la région du Sahel, se réclament de rupture avec les puissances européennes et en particulier la France, dont 6 pays de ceux cités juste au-dessus sont des anciennes colonies de la France. Et ils se réclament aussi de rupture avec les modèles qui ont été appliqués jusqu'ici. Et donc, pour essayer de comprendre un petit peu davantage tous ces changements et la nature des ruptures revendiquées, on va essayer de se pencher sur 3 aspects. Donc, le premier, c'est la raison de ces bouleversements politiques. Ensuite, on essaye de savoir s'ils constituent une alternative crédible ou c'est juste une prolongation du statu quo. Et enfin, on va essayer d'évaluer les positions de ces nouveaux régimes vis-à-vis des grandes institutions financières internationales, donc comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'agenda néolibéral qui les accompagne, qu'elles imposent plutôt. Et donc, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair, on a la chance et le plaisir de pouvoir discuter avec Régis Essonneau et Draman Nikiema. Donc, Régis, toi, tu es activiste gabonais, membre du CADTM France, d'Attaque France et de l'association Survie. Et toi, Draman, tu es burkinabé, aujourd'hui résident à Bamako. Tu es membre d'Attaque Burkina Faso, membre du CADTM Afrique et assistant programme au secrétariat du CADTM. Vous allez bien tous les deux? Oui, tout à fait. Moi, je Bonsoir me tout le porte monde. très bien. Bonsoir Ça tout va, le merci. monde. Ok, super. Du coup, je vais directement vous laisser la main donc avec le premier aspect à aborder. Donc, je pense que Draman, je te laisse la parole sur pourquoi cette série de changements politiques. OK, merci Pablo de me donner la parole. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de me plonger dans l'histoire politique du Burkina Faso pour rappeler un certain nombre d'enjeux en rapport avec le coup d'État. Alors, bien avant, je dirais que les coups d'État ont toujours été une tradition en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Alors, si nous allons nous fonder sur une étude récente qui a été publiée par Powell, Jonathan et Clayton Tin. Alors, sur les 486 coups d'État réussis ou ratés depuis 1950, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique, ce qui fait d'elle la région la plus touchée. Alors, permettez-moi de décliner un tableau qui va présenter les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de l'État burkinabé, ce qui va permettre de savoir combien de présidents civils se sont succédés et combien de militaires, effectivement, se sont également succédés. Alors, nous allons commencer par la Première République avec Maurice Yaméro, qui accède au pouvoir le 5 août 1960. Il a été renversé le 3 janvier 1966. Donc, il était civil. Donc, il a été remplacé par le général Feu Sangoulé Lamizana, qui a régné de janvier 66 au 25 novembre 80. Donc, c'est suite à un coup d'État, effectivement, que
Sangoulé Lamizana lui-même, il va être balayé par un autre militaire en la personne du colonel Seyi Zerbo, qui va régner du 25 novembre 1980 au 7 novembre 82. Alors, un autre coup d'État militaire va intervenir, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, qui va accéder au pouvoir du 7 novembre 82 au 4 août 83, lui aussi militaire. Alors, le capitaine Thomas Sankara va opérer un coup d'État contre Jean-Baptiste le 4 août 83 jusqu'au 15 octobre 87, lui aussi militaire. Alors, Blaise Compaoré va opérer également un coup d'État militaire contre Thomas Sankara le 15 octobre 87 jusqu'à sa chute au 31 octobre 2014. Alors, c'est en cela que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, lui aussi militaire, va gérer le pouvoir du 1er novembre euh, au 18 novembre 2014 avant de passer le témoin à un civil, Michel Kafando, qui va gérer le pouvoir du 18 novembre 2014 au 17 septembre 2015. Alors, le général Gilbert Diendéré, en 2015, va opérer un coup d'État, c'est-à-dire du 17 septembre 2015 au 23 septembre. Et malheureusement, pour lui, ce coup d'État, effectivement, va échouer parce que le peuple va s'unir pour dire non, on ne peut pas mettre en cause la marche de la transition. Donc, il n'a pas régné, il n'a régné effectivement que du 17 septembre au 23 septembre 2015. Alors, le pouvoir a été rétabli et Michel Kafando va reprendre le pouvoir du 23 septembre 2015 au 29 décembre 2015. Et après, effectivement, le règne de Michel Kafando suite à la transition, il y a Rochma Christian Kaboré qui va être élu du 29 décembre 2015 au 24 janvier 2022. Lui également, il était civil. Donc, suite et, et à la recrudescence de l'insécurité, il y a eu un coup d'État qui va l'emporter et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Samiba s'empare du pouvoir du 24 janvier 2022 au 30 septembre 2022. Donc, et nous savons actuellement que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui détient le témoin. Et il est au pouvoir depuis le 30 septembre 2022. Donc, il était intéressant que je puisse décliner effectivement ce tableau pour montrer que les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de l'État burkinabé, au nombre de... il y a eu 9 militaires contre 3 civils. Donc, ce qui veut dire que les coups d'État sont bel et bien une tradition au Burkina Faso. Maintenant, en ce qui concerne pourquoi les coups d'État reviennent, je vais prendre pour période de référence le pouvoir de Blaise Compaoré qui a régné durant 27 ans. Alors, pourquoi la référence à partir du pouvoir de Blaise Compaoré? C'est que du 15 octobre 1987 jusqu'à la chute de Blaise Compaoré, le 31 octobre 2014, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de coup d'État réussi au Burkina Faso. Est-ce que cela voudrait dire que le Burkina Faso était stable? Non, il ne s'agissait pas de cela parce que Blaise Compaoré a régné de main de maître sur le Burkina Faso dans une dictature. Il a régné effectivement dans une pseudo-démocratie durant les 27 ans. Alors, il serait intéressant que nous puissions faire un synopsis de son règne à partir de 2 étapes. Alors, du 15 octobre 87 jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution, le 2 juin 91, le Burkina Faso était effectivement régné par Blaise Compaoré sous un régime d'exception. Alors, il y avait le slogan à l'époque, si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Donc, à l'époque, il y a eu des assassinats de masse, il y a eu des crimes de sang, tels que, on rappelle l'assassinat de Oumarou Clément Ouedraogo, Henri Zongo et d'autres personnes. Alors, les mouvements sociaux vont se mobiliser à un certain moment pour demander plus de démocratie, ce qui va faire qu'on va évoluer vers l'adoption d'une nouvelle constitution le 2 juin 1991. Alors, malgré l'adoption de la nouvelle constitution en 91, il faut signaler que Blaise Compaoré a continué à diriger le Burkina Faso des mains de maître sous un régime dictatorial. C'est vrai qu'il a respecté tous les rendez-vous électoraux, mais ce qui ne voudrait pas dire que on était dans une situation de séparation des pouvoirs. Alors, tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de Blaise Compaoré,
ce qui faisait de lui le chef absolu. Il détenait le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Alors, il y a eu une absence totale de démocratie sous le règne de Blaise Compaoré. Alors, pour preuve, lorsque nous prenons les deux premières législatures, le CDP, effectivement, a remporté les élections au niveau des législatives. Lorsque nous prenons la deuxième législature, il a remporté 101 députés sur 111, ce qui lui permettait de faire passer ces déshydratats à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale était une caisse à résonance. Et pour le prouver, lorsque nous prenons la première et la seconde législature, en ce qui concerne les initiatives parlementaires en matière de vote de loi, sur 297 lois votées pendant la première législature, il n'y avait que 3 initiatives parlementaires. Alors, en ce qui concerne la seconde législature également, sur 197 lois votées, il n'y avait que 3 initiatives parlementaires. Alors, ce qui voudrait dire que les députés ne jouaient pas leur rôle en tant que ne légiférait pas dans le sens d'une transformation sociale. Donc, le Parlement était une arrière-boutique du CDP, de Blaise Compaoré et de ses affidés. Alors, n'oublions pas que c'est sous le pouvoir, le règne de Blaise Compaoré que les programmes d'investissement structurel ont été adoptés au Burkina, dont les conséquences sont effectivement le gel des emplois. Il y a eu la liquidation et la privatisation sauvage des entreprises d'État, et ce qui va mettre au chômage des chefs. Donc, pendant le règne de Blaise Compaoré, il n'y avait aucune perspective en matière d'emploi de la jeunesse, parce que n'oublions pas que le Burkina Faso détient l'une des meilleures démographies en termes de population jeune, parce que les 2 tiers de la population du Burkina Faso, que ce soit avec le recensement général de la population de 2006 et celui de 2019, les 2 tiers de la population, effectivement, ont moins de 25 ans. Or, le système éducatif sous le règne de Blaise était un système éducatif qui ne pouvait pas promouvoir des emplois décents pour la jeunesse, parce que c'était un système éducatif qui était basé sur l'enseignement général, alors qu'aujourd'hui, l'État ne permet pas de recruter conséquemment un nombre important de diplômés, parce que je vais prendre un chiffre pour le prouver. Alors, lorsque nous prenons récemment, euh, pour le concours direct 2023, sur 1 969 736 candidats, il n'y avait que 7 218 postes à pourvoir. Alors, pour l'année précédente, 2022, pour une population de 2 106 962 candidats, il n'y avait que 6 069 postes à pourvoir. Donc, c'est un système éducatif qui ne permettait pas à ce qu'on puisse embaucher la jeunesse. Alors, il faudrait comprendre que sous le régime de Blaise Compaoré, il y avait le clientélisme, il y avait la gabégie, il y avait le détournement des deniers publics, effectivement, à grande échelle, ce qui ne permettait pas une redistribution équitable des richesses. Donc, la pauvreté, le Burkina Faso était classé parmi les pays les plus pauvres. Donc, suite euh, au soulèvement, à l'insurrection qu'il a emporté le 31 octobre 2014, il y a eu d'autres régimes qui ont succédé, mais qui n'ont pas constitué des alternatives crédibles. Donc, ce que je peux dire sur le régime de Blaise, qui va occasionner d'autres coups d'État, parce qu'en réalité, ces 27 ans de règne n'ont pas permis au Burkina Faso de connaître une transformation profonde, de sorte que y a eu des louvoiements, les choses ont piétiné. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le coup d'État se justifie plus par la crise effectivement de la démocratie, qui elle-même effectivement sécrétée par la crise du capitalisme.
Donc, c'est ce que je peux dire effectivement d'entrée de jeu, en attendant que je puisse approfondir d'autres aspects s'il y a des questions. Merci. Merci, Draman. Évidemment, je précise que ici, c'est compliqué d'aborder la situation de tous les pays, donc chacun se concentre un peu sur les situations qu'il connaît le mieux. Régis, je te laisse du coup la parole. Oui. Alors, comme le but, c'est aussi qu'on échange un peu après, je vais essayer de pas aller trop loin les détails, comme ça, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne, faudra pas hésiter à me le dire dans le cadre des échanges. Bon, moi, je traite du cas du Gabon, bon, qui est un cas assez particulier, hein, c'est-à-dire que bon, le coup d'État gabonais a eu lieu il y a maintenant 2 mois, et bon, malheureusement, bon, pour ceux qui ont un peu suivi les actualités à l'époque, beaucoup ont pu avoir l'impression que c'était un énième coup d'État, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger. Bon, c'était surtout le Niger hein, qui était d'actualité à ce moment-là. Et non, le cas du Gabon, c'est assez particulier parce que bon, le Niger, le Burkina, le Mali, il y a quand même le contexte du Sahel, donc la guerre au Sahel, avec le djihadisme, enfin ce qui est présenté comme étant la guerre contre le terrorisme islamiste, etc. Donc c'est quand même ça le contexte de ces coups d'État. Et donc c'est pas du tout le contexte hein, du coup d'État au Gabon. Bon, Draman disait que, enfin, a rappelé à juste titre hein, que c'est vrai que dans certains pays, notamment au Burkina, il y a une forme de tradition des coups d'État. C'est pas du tout le cas au Gabon. Avant le coup d'État d'il y a 2 mois, donc du 30 août, il y a eu en fait qu'un seul coup d'État au Gabon. C'était en 1964. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas une tradition du tout. Et bon, il y a eu quelques tentatives entre-temps, mais bon, voilà. Euh, le cas du Gabon, en fait, est particulier. Pourquoi? Parce que, bon, il y a un mot que Draman n'a pas prononcé, mais qui est quand même assez commun à l'ensemble de ces pays. C'est le mot France-Afrique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sont le Gabon, comme les autres pays qu'on a mentionnés, ce sont toutes d'anciennes colonies françaises. Et dans le cas du Gabon, bon, on était dans le contexte d'une ethnie qui était au pouvoir oula, plus de 60 ans, depuis 1960, depuis 1968 en fait. Et enfin, donc c'est l'arrivée au pouvoir d'Omar Bongo et qui est resté au pouvoir jusqu'en 2009. Et à sa mort, c'est son fils Ali Bongo qui a pris le pouvoir de manière violente hein, par un coup de force électorale, donc par des élections truquées, doublées de répression violente pour empêcher la population de contester ce vol. Et, récidive en 2016, puisque au Gabon, c'est un septennat, le mandat présidentiel dure 7 ans. Et donc, en 2016, récidive avec encore plus de violence et une crise post-électorale extrêmement grave qui ne s'est jamais achevée, en fait, hein, lorsque arrive l'élection de 2023. Et donc, en 2023, c'est assez particulier parce que le pouvoir, qui a bien vu qu'en 2016, il a failli en fait devoir céder le pouvoir parce que la triche qu'il avait organisée n'a pas fonctionné pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard hein, si vous le souhaitez. Donc en 2016, la triche s'est très mal passée, ça s'est vu à l'œil nu. Et ça affichait d'autant plus mal que il y avait des observateurs internationaux qui étaient là et donc qui ont pu dénoncer hein, cette fraude électorale massive. Et donc en 2023, euh, on arrive dans un contexte extrêmement tendu. Bon, je vais assez vite parce que bon, entre 2016 et 2023, beaucoup de choses se sont passées, notamment en 2018, il y a donc Ali Bongo, donc le président, le dictateur gabonais qui tombe gravement malade, il a un AVC. Et c'est finalement des personnes autour de son entourage qui prennent le pouvoir de facto. Et il y a énormément de violations institutionnelles du droit. Enfin, c'est assez massif. Il y a également une situation sociale qui est extrêmement tendue parce que, comme je disais tout à l'heure, la crise post-électorale de 2016, en fait, ne s'est jamais vraiment achevée, n'a jamais été vraiment soldée. Et lorsque on arrive en 2023, il y a une volonté farouche du pouvoir de conserver coûte que coûte, de gagner l'élection, hein, coûte que coûte par tous les moyens. Donc, entre le printemps et l'été 2023, le pouvoir a mis en place un nombre incalculable de dispositifs qui ont tous
qui ont tous comme but en fait d'assurer sa victoire et d'empêcher que l'opposition puisse donc avoir la moindre chance de gagner. Mais c'est bon, là encore, je pourrais détailler, mais c'est assez grotesque. Hein. Ça va jusqu'à la mise en place du dispositif vraiment grotesque de fraude où, à la limite, le pouvoir ne se cache même pas de son intention. Et donc, évidemment, ça amplifie les tensions. Et lorsque arrive l'élection donc au mois d'août, euh, ben, ça se passe extrêmement mal. Là encore, le pouvoir, parce que comment dirais-je, tout à l'heure j'ai expliqué que le pouvoir a mis en place plein de dispositifs pour empêcher l'opposition d'avoir la moindre chance de gagner. Alors l'un de ces dispositifs les plus grossiers, c'était le bulletin unique. C'est en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont décrété que cette année, il y aurait des élections générales, c'est-à-dire des élections présidentielles, élections législatives et élections locales. Et l'astuce du bulletin unique, c'était que lorsqu'on vote à l'élection présidentielle pour quelqu'un d'un certain parti, automatiquement, on vote pour le candidat de ce parti dans la circonscription où on est électeur ou électrice. Et vice-versa. C'est-à-dire que si on vote pour un candidat d'un certain parti à l'élection législative, automatiquement, ça signifie qu'on vote pour le candidat à la présidentielle du même parti. Donc, c'était un moyen, en fait, d'éparpiller les voix de l'opposition, de l'empêcher de se coaliser, sauf que l'opposition a trouvé un moyen de se coaliser et de mettre, en fait, à bas donc le stratagème du pouvoir, donc qui, selon les premières projections après les élections, étaient en train d'être battus, hein, parce que en fait, les partis, enfin, les partis des candidats qui se sont coalisés, notamment pour pouvoir désigner un candidat commun, consensuel, euh, ont mis en place un système de surveillance des bureaux électoraux. Et à côté, les organisations de la société civile se sont également coalisées pour avoir leur propre système de surveillance, ce qui fait qu'en fait, grâce à ces deux plateformes, donc de l'opposition et de la société civile, on savait que les projections donnaient une victoire écrasante aux candidats communs, des principaux candidats d'opposition. Et donc, mais sauf que le pouvoir s'apprêtait à annoncer, enfin, en fait, même, il ne s'apprêtait même pas, il a annoncé des résultats bidons, de 31 août, et c'est là que, dans la foulée, il y a des militaires qui sont arrivés pour dire, ben non, il n'en est pas question, on sait que ces résultats sont bidons, donc on arrête tout, on annule les élections, on suspend les institutions, et à partir de maintenant, c'est un comité pour la restauration des institutions qui va se mettre un comité de transition pardon et de restauration des institutions donc CRTI qui va se mettre en place pour organiser pour refonder en fait les institutions et pouvoir organiser de nouvelles élections dans un délai à définir. Donc là, on est fin août, début septembre. Donc, pour donner un peu les grandes raisons hein, de ce coup d'État, ce sont des décennies de gabegie, ce sont des décennies durant lesquelles une minorité de gens au pouvoir vont piller les richesses du pays pour leur propre compte. Et c'est la dictature d'une famille, d'une même famille, qui règne euh, sur le pays pendant plusieurs décennies. Et, pardon. Et donc, juste pour peut-être présenter un peu le contexte aussi gabonais, c'est un petit pays, hein, le Gabon, en termes de superficie, c'est la moitié de la France, mais pour une population de à peine plus de 2 millions d'habitants. Bon, officiellement, ce serait 2,4 millions, mais bon, les chiffres officiels, on ne sait pas s'il faut mensifier, mais en tout cas, c'est aux alentours de 2 millions d'habitants. Et c'est le deuxième ou troisième PIB d'Afrique par tête. Donc, en fait, c'est un pays qui est extrêmement riche, mais dont la population est très pauvre. Alors, selon les institutions internationales, officiellement, le taux de pauvreté est entre 30 et 35%, mais dans la réalité, on sait que c'est plutôt autour de 50%. Donc, le taux de pauvreté. Et avec également des chiffres extravagants au niveau social, des indicateurs sociaux extrêmement inquiétant du point de vue sanitaire, du point de vue du chômage, notamment le chômage des jeunes qui est massif. Et donc, on est face à une population extrêmement, enfin, qui est loin, très loin de disposer des richesses de son pays parce que tout est accaparé par une petite bande. Et
Donc, et en plus, à chaque élection, c'est le même cycle, hein, c'est-à-dire élection frauduleuse, répression sanglante pour empêcher les populations de contester les résultats. Et là, ça s'annonçait encore plus tendu qu'habituellement. Et c'est en tout cas une des raisons officielles enfin, qui ont été mises en avant par les militaires pour expliquer le pourquoi de ce coup d'État. Voilà, donc là, j'ai expliqué de manière très, très, très grossière hein, la raison du coup d'État, mais je pourrais y revenir plus en détail par la suite dans le cadre des échanges. Merci Régis. Je propose qu'on passe directement à l'aspect suivant, de savoir si... Oui, je voudrais ajouter un aspect, Pablo, si tu le permets. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, c'était juste pour clarifier que aujourd'hui, les putschistes n'utilisent pas assez l'argumentaire de la crise de la gouvernance. C'est plutôt effectivement l'argument du défi sécuritaire. Parce que quand je prends le cas du Burkina Faso, lorsque Roch accédait au pouvoir en novembre 2015, déjà le Burkina Faso avait déjà essuyé sa première attaque terroriste. L'armerie de Samoroban avait essuyé des tirs et bien avant qu'il n'accède au pouvoir. Donc, c'était déjà un signal fort. Apparemment, vous m'entendez? Oui, Et c'était un signal fort pour montrer que le Burkina Faso allait basculer déjà effectivement dans l'hydre terroriste. Alors, il accède au pouvoir en novembre 2015 et la première attaque sous son régime, effectivement, remonte dans la nuit du 15 au 16 janvier 2016, où un commando terroriste ouvre le feu sur la terrasse d'un café de la capitale burkinabé qu'on appelle Cappuccino. Donc, déjà, le Burkina Faso avait commencé à sentir déjà le terrorisme. Et lorsqu'il va s'installer, il va terminer son premier mandat difficilement parce que le nombre d'attaques terroristes allait se multiplier et la crise humanitaire allait s'accroître avec les déplacés internes. Et par la suite, il va être réélu pour la deuxième fois et pour terminer son mandat parce que le Burkina Faso va occuper le premier rang en termes de victimes, en termes effectivement d'attaques terroristes dans le classement mondial. Donc, je pense que Paul-Henri Sandaogo Damiba va utiliser l'incapacité d'Europe pour justifier son coup d'État. Et par la suite, lui-même en tant que militaire, quand il va passer aux commandes, quand il va prendre les affaires dans la nuit du 24 janvier jusqu'au 30 septembre 2022, lui aussi, il a été incapable de pouvoir restaurer le climat de sécurité qu'il fallait. Et je pense que c'est cet alibi que Ibrahim Traoré a utilisé, a mis en exergue pour dire qu'il était aussi timoré et incapable de pouvoir juguler la crise sécuritaire. Donc aujourd'hui, l'argument principal utilisé par les putschistes, c'est bel et bien effectivement le défi sécuritaire, en plus effectivement de la crise de gouvernance. C'était juste pour rappeler cet aspect des choses. Merci. ok. Merci Draman pour les précisions. Je propose que tu enchaînes directement, si ça te va, sur l'aspect de savoir si ces nouveaux dirigeants constituent une réelle alternative ou non. Oh oui, merci de me redonner la parole. Est-ce que les nouveaux dirigeants représentent-ils une alternative crédible? La réponse est non. Elle est vite faite parce que lorsque nous regardons dans le cas du Burkina Faso et du Mali, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu de rupture radicale et fondamentale de ces nouveaux dirigeants avec la gouvernance de leurs prédécesseurs. Alors, pour peu qu'on se penche effectivement sur les détournements des deniers publics, si je prends le cas du Mali, il y a le Bureau du vérificateur général qui publie des rapports sur les malversations financières. On lève des lièvres, mais généralement, on ne les poursuit pas. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de gouvernance financière, il n'y a pas de rupture fondamentale aujourd'hui entre la gestion dans le cas du Mali. Et c'est aussi pareil dans le cas du Burkina Faso parce que les malversations financières sont répercutées aussi au quotidien. Alors, lorsque nous prenons les rapports entre aujourd'hui ces putschistes qui sont au pouvoir et en termes de leur rapport avec les multinationales, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas également une rupture de rapport parce que lorsque nous prenons
aujourd'hui, le code minier dans les deux pays, si je prends le cas du Burkina Faso et le cas du Mali, alors au Mali, aujourd'hui, il y a 3 à 4 codes miniers qui fonctionnent au même moment, c'est-à-dire les sociétés minières sont régies sur la base de codes miniers différents. Alors que si on devrait opérer une rupture, on devrait effectivement faire une réforme pour adopter un seul code minier de sorte que la manne aurifère puisse profiter au peuple. Alors, les déficits budgétaires dans les deux pays ne font que s'accumuler. Alors que s'il y avait une bonne gouvernance financière en termes de gestion des ressources publiques, je pense qu'on pouvait résorber cette question de déficit budgétaire. Alors, je vous prends un exemple. Dans le cas du Mali, alors il y a euh, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'OCLE, qui montre que plus de 1266 milliards de francs CFA ont été détournés de 2005 à 2019 au Mali. Alors, on attendait à ce que les autorités de la transition puissent se pencher sur un tel dossier pour recouvrer ces fonds. Parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que le Mali ne lève des fonds sur le marché des titres publics à travers effectivement l'UMOA titre. Or, effectivement, ces fonds, s'ils avaient été recouvrés, ça pouvait résorber les questions de déficit budgétaire. Alors, toujours dans le cas du Mali, euh, ces montants, par exemple, qui ont été détournés, selon Dr Moumouni Guindo, il affirme que si ces fonds avaient été recouvrés, on aurait dû construire 264 hôpitaux de haut standing, 1767 centres de santé de référence, environ 42 ponts. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on laisse de l'argent entre les mains de particuliers pour s'endetter sur le marché des titres publics. Donc, nous estimons que sur ce point, il n'y a pas eu de rupture radicale. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci. Merci, Draman. Ben, Régis, je te laisse enchaîner. Alors, donc ta question, en fait, hein, que je la formule, c'est de savoir est-ce que les nouveaux hommes forts sont crédibles, sont fiables? C'est ça le sens de ta question? Ou est-ce qu'il représente une bonne alternative ou pas du tout? Oui, Ou est-ce que c'est juste une d'accord. prolongation du problème? Alors, bon, je reviens au cas du Gabon, hein, qui vraiment est assez particulier. Comment dirais-je? Je ne sais pas. Non, je plaisante qu'à moitié, hein, je ne plaisante qu'à moitié, parce que, enfin, une manière de répondre à la question, c'est déjà de voir quel est le background de ces personnes. Dans le cas du Gabon, donc à la tête du CRTI, donc des putschistes, c'est quand même le chef de la garde présidentielle, enfin qu'on appelle maintenant garde républicaine, mais enfin, c'est la garde présidentielle. Donc, pour ceux qui connaissent un peu comment dirais-je, la longue et longue histoire de la France-Afrique, c'est une garde prétorienne. Et c'est souvent elle qui était préposée à la répression des populations. Donc déjà, c'est une première manière de répondre. L'autre manière de répondre, toujours par rapport à la personne qui est à la tête de cette transition, enfin de ce comité de transition, c'est un proche. Enfin, c'est quelqu'un enfin, comment on appelle ça, qui fait partie des cercles du pouvoir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été l'aide de camp de Omar Bongo, voilà, donc le précédent dictateur, et qui est en fait, comment dirais-je, bon, et qui était le chef de sa garde, de la garde présidentielle d'Ali Bongo par la suite. Donc c'est pas n'importe qui, et c'est quelqu'un qui a également pas mal de proximité familiale avec des Bongos. Donc en soi, c'est pas forcément un signe. Très extrêmement rassurant, mais bon, il a eu des discours intéressants au départ pour mettre en place, comment dirais-je, ce nouveau Gabon. Euh, donc, dans un premier temps, je dirais qu'il y avait une forme d'euphorie, parce que le plus important, il faut quand même être conscient du fait que les 4/5 des Gabonais, vu que c'est une population qui est très jeune, hein, la population gabonaise, les 4/5 n'ont connu que des Bongos au pouvoir. Donc, le fait qu'on les libère de la famille Bongo, en soi, ça avait créé énormément d'euphorie
Et encore aujourd'hui, bon, pour beaucoup d'abonnés, c'est presque suffisant. Mais maintenant, est-ce que pour autant, on peut dire que ce sont, comment dirais-je, des alternatives? Bon, malheureusement, enfin, il y a des signaux qui vont dans ce sens-là. Notamment, il y a le fait qu'il y a une transition qui est en cours d'organisation. Donc, ne serait-ce que par ce principe-là, bon, ça a l'air d'être plutôt positif, mais le souci, c'est que il y a pas mal de signaux, comment dirais-je, de feu orange, voire de feu rouge, en fait, hein. Et, donc, parmi ces signaux, il y a le fait que, comment dirais-je, beaucoup de nominations ont été faites pour diriger les nouvelles institutions. Et dans ces nominations, il y a beaucoup de gens de l'ancien régime, donc des proches d'Omar Bongo ou d'Ali Bongo. Donc déjà, ça interroge. Tu fais un coup d'État pour, en principe, mener la transition du pays vers un régime plus démocratique, plus transparent et pour le bien-être des populations, mais tu renouvelles quand même beaucoup de personnes problématiques qui ont fait partie de l'échec du système précédent, qui sont en bonne partie responsables de la pauvreté dans laquelle sont la moitié des Gabonais, qui sont responsables de la mauvaise situation du pays. Donc ça interroge. Il y a également des signaux inquiétants. Euh, Tout à l'heure, on va parler plus précisément de la dette, mais si par exemple on prend l'exemple de la dette, il y a plusieurs structures, instances en fait, qui vont s'occuper. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais et ces deux structures sont dirigées par des personnes qui ont coulé le pays. Donc c'est un peu bizarre. C'est comme si il y a un magasin qui dépose le bilan. Et pour sauver le magasin, ben, on embauche la personne qui a mis le magasin en dépôt de bilan. Donc c'est assez bizarre. Donc en fait, il y a le sentiment. Bon là aussi, je détaille pas trop pour moi. Si vous voulez que je détaille tout à l'heure, je le ferai. Il y a un peu le sentiment qu'en fait, euh, enfin, comment dirais-je, que c'était une révolution de palais finalement, c'est-à-dire que bon, j'ai été un peu peut-être un peu trop vite tout à l'heure hein, quand j'ai fait un peu exposer un peu la situation du Gabon, notamment quand j'ai expliqué que Kadi Bongo était tombé malade. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs clans qui ont commencé à se battre entre eux, hein, donc proches, enfin des clans autour des Bongo qui ont commencé à s'affronter entre eux, notamment un autour de Sylvia Bongo, donc la femme d'Ali Bongo. Euh, et donc, il y a le sentiment que, alors c'est plus qu'un sentiment, hein, honnêtement, pour être tout à fait honnête, on est quand même 2 mois après, maintenant il y a pas mal d'éléments qui ont commencé à filtrer, il y a pas mal d'infos qui sont sorties, etc., que c'était quand même en bonne partie un coup d'État pour régler quelques comptes entre personnes de clans différents, donc du système. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et donc, il y a le sentiment de plus en plus prégnant que c'est une forme de révolution de palais pour remplacer, en fait, fallait écarter certaines personnes, mais quand même essayer de maintenir le système. C'est de plus en plus en tout cas, de plus en plus de Gabonais le ressentent ainsi, même si une majorité d'entre eux veut continuer à faire confiance au CRTI, c'est-à-dire donc au comité donc pour la restauration et la transition des institutions, voilà, le comité de transition pardon et la restauration des institutions. Donc la majeure partie des Gabonais veulent encore faire confiance, mais il y a quand même de plus en plus, ils se demandent si on n'est pas en fait dans l'ancien système qui est juste un peu rhabillé, dont on a un peu ravalé la façade, et si c'est pas ce vers quoi on se dirige. Et voilà. Donc ça c'est donc en tout cas et une autre manière également de répondre à la question, c'est de savoir. Et là, peut-être que je sais pas si j'en parle maintenant, ou bien si j'en parle plus tout à l'heure, mais enfin il y a une partie que j'ai détaillée plus tout à l'heure par rapport aux institutions internationales. Mais moi, je vais peut-être revenir sur une autre manière de répondre à la question, c'est dans le cadre des relations avec la France. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour même du coup d'État, l'une des toutes premières choses que le chef des putschistes a fait, c'est d'appeler en fait la France pour expliquer que attention, ce n'est pas un coup d'État qui est dirigé contre la France. Donc ça, il fallait que ce soit très clair. Donc ils ont tout de suite voulu rassurer la France pour dire que faut pas qu'elle s'inquiète, ses intérêts ne sont pas menacés. Et par la suite,
les différents dirigeants, membres du gouvernement n'auront de cesse de rappeler que, bon, on a changé de pouvoir, mais ne vous inquiétez pas, tous nos engagements internationaux, on va les maintenir, on va les respecter. Et or, ces engagements internationaux, or, les engagements avec la France, ce ne sont pas des engagements qui ont été pris dans l'intérêt du peuple. Bon, peut-être que là aussi j'étais un peu trop rapide tout à l'heure lorsque j'ai expliqué un peu le système France-africain en deux phrases, peut-être c'était trop court. Non, faut être conscient du fait que pour pour tous les pays d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne francophone, il y a un système en fait de néocolonialisme qui a été mis en place au moment des indépendances en 1960, par lesquels la France, avant d'accorder l'indépendance, a fait signer un certain nombre d'accords qui garantissait à la France un certain nombre d'accès privilégiés, notamment aux ressources, et également pour avoir un œil sur la gestion du pays. Voilà, donc donc il y a plein de choses comme ça qui ont été signées et qui ne sont pas dans l'intérêt des populations. Et là, quand même, en allant voir la France après le coup d'État pour leur dire que, écoutez, on ne va rien changer concernant la France, ça veut dire qu'en fait, on maintient ces choses-là qui ne sont pas dans l'intérêt des populations. Donc, je pense que c'est tout ça hein, qui montre que on peut ne pas être extrêmement optimiste par rapport à la question de savoir si ces nouveaux hommes forts représentent une alternative intéressante pour les populations. Et bon, je serais même tenté de faire un peu de sociologie des personnes sont supposées être nouvelles parce que bon, il y a quand même un mélange de personnes de l'ancien régime et beaucoup de personnes que l'on a fait entrer, notamment au niveau de la société civile, pour pouvoir donner le sentiment que c'est toute la population qui est impliquée dans la transition. Pour moi, personnellement, je serais très critique de ça parce que il y a là encore, il y a des signaux, on va dire, pas, que je ne trouve pas positifs. Tout à l'heure, enfin, donc quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont immédiatement suspendu les institutions et ils en ont donc ils ont donc mis en place ils ont réactivé d'une autre manière et ce qui m'a inquiété le jour même du coup d'État, c'est le fait que ils ont fait le coup d'État pour empêcher un coup d'État électoral, mais ils n'ont jamais eu l'intention de remettre le pouvoir aux mains de l'opposition. Pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur ce point-là? Excusez-moi, ça va être un peu plus long que prévu. C'est parce que il est intéressant de comparer tout à l'heure, dans la première question, j'ai expliqué que les coups d'État au Gabon, c'est pas une tradition parce qu'en fait, il n'y en a eu que deux hein, réellement. Celui-là et plus celui de 1964. Et c'est intéressant de comparer les deux coups d'État. En 1964, déjà, c'est un coup d'État militaire. Donc, qui, là aussi, pareil, a été effectué sans tirer un seul coup de feu. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que dès que les militaires ont fait le coup d'État, dès qu'ils ont déposé le dictateur de l'époque, ils ont remis le pouvoir aux civils aussitôt. Mais vraiment, le jour même. Et bon, le coup d'État à l'époque, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça va aussi c'est aussi intéressant de le préciser. Le coup d'État de l'époque, il a échoué. Pourquoi? Pas parce que les Gabonais ne voulaient pas, hein, c'est parce que quelques jours après le coup d'État, c'est la France qui est intervenue militairement pour restaurer l'ancien dictateur. Alors que les Gabonais, eux, étaient déjà en train de s'organiser pour redémocratiser leur pays. Parce que ça aussi, on ne le sait pas souvent, mais en fait, entre son indépendance en 1960 et 1963, le Gabon a connu une période de relative démocratie. Bon, c'était imparfait, mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à une démocratie. Le dictateur de l'époque qui a mis fin entre 63 et 64, et c'est pour ça que les militaires sont intervenus à l'époque. Mais sauf que la France, comme ça n'allait pas dans son sens, elle est intervenue militairement pour remettre l'ancien dictateur, et elle a intervenu de manière extrêmement sanglante. Bon, ça c'est, on passera dessus. Et donc, il y a une différence fondamentale entre le coup d'État de 64 et celui de cette année, où en 64, il y avait une volonté manifeste de rendre le pouvoir aux civils extrêmement rapidement, alors que là, c'est pas très clair.
il y a vraiment beaucoup de signaux qui vont pas dans le sens le plus optimiste. Et bon, enfin, si on avait le temps, je ferai également une analyse de la charte de la transition, donc qui est le texte qui est supposé servir de feuille de route et qui est problématique à plus d'un égard. Mais bon, je pense pas qu'on ait le temps ce soir, mais même la charte en elle-même, si elle a des aspects, pas mal d'aspects positifs, elle a également beaucoup d'aspects inquiétants et qui ne vont pas dans, et qui ne me permettent pas de répondre positivement à la question que tu poses sur le fait de savoir si ce sont de bonnes alternatives pour la population. Ok, merci Régis. Bah, du coup, la dernière question, elle est un petit peu en lien avec la première, c'est-à-dire d'essayer de savoir quelles sont les positions des nouveaux dirigeants vis-à-vis, donc, comme je disais, des grandes institutions financières, de l'agenda, pardon, de l'agenda néolibéral, de la question de la dette, etc. On savait par exemple que c'est Ibrahim Traoré, le chef d'État pour le moment au Burkina Faso, se revendiquait de l'héritage de Sankara et puis s'empressait d'aller signer un prêt auprès du FMI. Donc c'était un petit peu contradictoire. Donc Draman, bah, je te laisse la parole pour terminer avec cette dernière question avant d'ouvrir les discussions. Si Draman est là, oui. Oui, je suis là. Alors, merci de me redonner la parole. Alors, avant de répondre à votre question, je vais citer Éric Toussaint dans un article récent qui dit ceci. Dans le cas du Burkina Faso, il y a un fossé béant entre la pratique réelle et le discours radical de l'actuel président, le capitaine Ibrahim Traoré, contre les créanciers et leur modèle économique prédateur. Le Burkina vient en effet de signer début juillet 2023 un accord avec le FMI pour 300 millions de dollars. Dans le cas du Mali, le gouvernement poursuit également les paiements. Dans le cas du Niger, la junte militaire vient de désigner Ali Mahaman Lamine Zen comme Premier ministre, un homme de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui était en poste au Tchad. Donc, à travers effectivement cette citation que j'ai extrait effectivement des propos d'Éric, il est clair qu'il n'y a pas effectivement une rupture en lien avec les politiques d'endettement classiques de ces pushistes par rapport effectivement à leurs prédécesseurs. Alors, ce propos d'Éric fait référence aussi à un discours que le président Ibrahim Traoré avait accordé dans le cadre euh, d'une cérémonie euh, de lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire le 12 juin 2023. Voici ce qu'il dit. Il dit, nos pays ont passé le temps à s'endetter et n'ont jamais pu financer un domaine clé du développement au point qu'aujourd'hui, nous prenons des prêts pour rembourser des prêts. Comment peut-on se développer dans ce contexte? C'est clair que ce fragment du discours du président Ibrahim Traoré est véridique. Mais malheureusement, lorsque nous suivons la suite de l'actualité, le 30 juin 2023, le Fonds monétaire international, au titre de la facilité élargie de crédit, a accordé un prêt de 180 milliards de francs CFA au Burkina Faso en tant que le plus gros appui budgétaire du fonds pour le pays en vue de renforcer la résistance au choc et réduire la pauvreté. Donc, vous voyez que le discours est contradictoire avec l'action. Donc ici, il est clair qu'il n'y a pas une rupture. Alors, si nous prenons aujourd'hui les politiques d'endettement des autorités de la transition burkinabé aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance à s'endetter davantage sur le marché des titres publics, parce que déjà de janvier à septembre 2023, le Burkina Faso a levé 518,54 milliards sur le marché financier régional. Or, il y a des niches d'argent parce que je rappelle que en 2015, il y a eu plusieurs commissions d'enquête parlementaire qui ont été conduites au Burkina Faso qui ont révélé des malversations financières à plus d'un titre. Donc, on aurait voulu que aujourd'hui que le président de la transition, Ibrahim Traoré, puisse remettre ces rapports sur la table pour pouvoir recouvrer les fonds. Par exemple, il y a eu une enquête parlementaire qui a été conduite qu'on va nommer
le rapport de l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Alors, ce rapport montre qu'entre 2005 et 2015, les sociétés minières ont fraudé plus de 551 milliards de francs CFA. Alors, ces fonds, effectivement, jusque-là, n'ont pas été recouvrés. Donc, il y a une autre enquête qui a été conduite sous la transition en 2015, qui a été effectivement nommée l'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrer et les chèques impayés. Et ce rapport, effectivement, montre qu'il y a également des malversations financières qui ont été menées par rapport à cette délinquance financière. Donc, on trouve aujourd'hui que il n'y a pas une rupture, il n'y a rien d'autre qu'une continuité dans les politiques d'endettement. Alors, je prends le cas du Mali. Lorsque le Mali a été sanctionné du 9 janvier 2022 au 3 juillet, pendant les 6 mois, le service de la dette du Mali a été suspendu. Et dès lors que les sanctions ont été levées, d'ailleurs, c'était des sanctions injustes parce que la Cour de justice de l'UEMOA avait demandé à la CEDEAO de ne pas appliquer les sanctions contre le Mali. Mais qu'à cela ne tienne, la CEDEAO a maintenu les sanctions contre le Mali et nous connaissons tous les conséquences. Alors, on s'attendait logiquement, dès la levée des sanctions, que le Mali ne puisse pas aller dans le sens des créanciers. Mais dès lors que les sanctions ont été levées, les créanciers ont interpellé le Mali d'éponger les 6 mois d'arriéré du service de la dette. Alors le Mali, effectivement, s'est endetté sur le marché des titres publics à hauteur de 270 milliards pour pouvoir éponger une partie des 350 milliards. Et je pense que nous, au niveau du secrétariat permanent du CADTM, nous avons écrit dans les colonnes d'un journal, Les Échos, pour dénoncer effectivement cette façon de faire, pour montrer que si les autorités de la transition malienne s'inscrivent dans une logique de rupture, elles ne devraient pas effectivement aller dans le sens des créanciers. Mais malheureusement, nous avons constaté que c'est ce qui fut fait. Et lorsque nous prenons de la période de la levée des sanctions à partir du mois de juillet 2022, donc d'août 2022 à décembre, le Mali effectivement a levé sur le marché des titres publics près de 786 milliards. Alors, cette année, de janvier à décembre 2023, le ministre de l'économie malienne a annoncé que le Mali va lever 1400 milliards, 1409 milliards à travers 27 opérations de levée de fonds sur le marché des titres publics. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas une rupture radicale entre les politiques d'endettement. Il n'y a pas de défi de ces autorités qui gèrent les transitions par rapport aux institutions financières internationales, y compris effectivement le marché des titres publics. Merci. Merci Draman. Régis, je cède la parole. Oui, oui, oui. Et ouais, ben, j'ai l'impression que Draman parlait du Gabon, là, mais bon, ça, c'est bizarre. Là, pour le coup, ça se ressemble beaucoup, hein. Autant tout à l'heure, il y a pas mal de différences sur l'origine du coup d'État, mais là, clairement, ça se ressemble beaucoup. Et alors, bon, je sais pas si c'était nécessaire de préciser tout à l'heure, mais bon, au vu du portrait que j'ai dressé tout à l'heure, hein, par rapport aux nouveaux hommes forts, euh, bah, clairement, ils ne remettront pas en question l'ordre établi, l'ordre économique établi, notamment, bon, il y a une quarantaine de multinationales françaises, hein, bon, clairement, leur situation ne sera pas remise en question, même si elles ont eu peur, parce que certaines d'entre elles, notamment les plus importantes, ont vu leur cours en bourse baisser après le coup d'État, parce qu'il y avait de grosses incertitudes, mais bon, comme le Gabon a rassuré assez rapidement, c'est bon, ça va, ils peuvent recommencer à gagner de l'argent tranquillement au détriment des populations locales, donc ça va, tout va pour le mieux. Et donc ces nouveaux dirigeants, non, il y a aucun signe de remise en question des pouvoirs exorbitants dont elles jouissent déjà, notamment au niveau fiscal et autres. Il n'y a pas de remise en question, comment dirais-je,
également sur les relations avec les institutions financières internationales. C'est même tout le contraire. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la France, c'est-à-dire le fait de vouloir assurer, clairement, depuis le 3 septembre, hein, très régulièrement, les nouveaux dirigeants font tout pour assurer sur le fait qu'ils vont être bien sages, qu'ils vont bien respecter tous les engagements, etc., qu'il n'y aura aucune remise en question. Et ça, bon, il y a plusieurs éléments qui le montrent, hein. C'est-à-dire que dès le lendemain du putsch, donc le putsch c'est le 30 août, dès le 31 août, il y a une rencontre avec le patronat pour les rassurer sur le fait que la dette intérieure va être remboursée. Et on a mis en place, on a réactivé un machin qui s'appelle le club de Libreville, bon, qui fonctionne un peu sur le même principe, hein, que le club de Paris. Hein, je crois que c'est à l'État, on connaît ça bien. Donc, pour s'occuper de la dette intérieure, alors que des investigations, il y a 3 ans, avaient montré qu'il y avait quand même, qu'elle était assez discutable, cette dette intérieure, parce que elle est en bonne partie le fruit quand même de certaines malversations, de certaines surfacturations, enfin bref. La logique aurait voulu que l'on audite d'abord cette dette intérieure pour voir quelle est la partie qui correspond à des vraies créances et quelle est la partie qui résulte de la corruption et des malversations. Mais c'est bon, dans le discours officiel, on va le faire aussi, mais dans la manière de mettre ça en œuvre, la priorité semble être plutôt de satisfaire les multinationales, voilà. Et donc le club de Paris a été réactivé et après pas le club de Paris, pardon, le club de Libreville a été réactivé pour pour la dette intérieure et on a également réactivé une autre enfin un autre machin, donc qui est la task force pour la dette. Donc c'est en fait un machin qui est censé contrôler en fait la bonne gestion de la dette intérieure et la dette externe et extérieure, pardon. Mais là, on est à la croisée de deux choses dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que bon, on remet en place une instance qui n'a pas fait ses preuves, hein, parce qu'elle avait déjà été activée en 2000 et elle a très mal fonctionné. Et en plus, ça a été l'occasion de découvrir pas mal de dysfonctionnements, de malversations. Et en plus, on nomme à sa tête une personne qui a posé déjà avant, alors que il y avait de gros doutes sur ses compétences, mais surtout, c'est une personne qui a été condamnée pour malversation. Donc, c'est assez bizarre. Bon, et donc, voilà. C'est une des bizarreries qui font qu'on a des interrogations sur la gouvernance de ce régime dit de transition, où on met à la tête de cette instance quelqu'un qui n'a rien à y faire et dont la place est en fait en prison, hein. Enfin, on va le dire quand même assez clairement, et qui est également en collision avec la personne qui est en charge donc là, du club de Libreville. Donc ils sont en conflit d'intérêts tous les deux et eux deux ils vont s'occuper de la dette. Donc voilà un peu un exemple enfin de situation enfin qui va toujours dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour répondre encore plus précisément à la question concernant les institutions financières internationales, on est vraiment dans le montrer patte blanche, hein. Rassurer au maximum et bien montrer qu'on ne va pas sortir des clous. Alors, il y a plein de. Je vais vous donner à la volée comme ça plusieurs situations qui montrent ça. Bon, je crois que certains d'entre vous étaient à Marrakech récemment, hein, c'est ce qu'on m'a laissé entendre. Et vous avez peut-être croisé là-bas le ministre de l'économie ainsi que le ministre des comptes publics gabonais qui étaient sur place pour rencontrer des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, ainsi que divers partenaires financiers, donc pour les rassurer sur le fait que le Gabon va vraiment va vraiment être très sage et respecter toutes les consignes, etc. Et, euh, et le 17 octobre, je crois que c'était il y a 2 semaines, le ministre de l'économie a également reçu une délégation de la Banque mondiale, à nouveau, hein, toujours dans la même logique, hein, pour pouvoir discuter de comment reprendre de bonnes relations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du fait du coup d'État, il y a des programmes qui sont à l'arrêt, hein, actuellement, et en plus, entre-temps, il y a plusieurs agences de notation qui ont baissé la note du Gabon. Donc, il y a une peur panique que
cette note baisse encore et que du coup ça devient encore plus compliqué sur les marchés. Donc il y a vraiment toute une opération de séduction qui est faite auprès des institutions financières, des marchés financiers, hein, pour montrer que là l'équipe qui est là actuellement elle est très sérieuse et que elle va pas faire n'importe quoi. Avec l'argent et que du coup il n'est pas question de remettre en question le fondement de la dette gabonaise, de l'interroger et voilà donc évidemment il n'est pas question de mettre en place certaines des réflexions que préconise le CADTM sur justement la gestion de la dette. Là, on est vraiment totalement dans une logique d'être dans des clous. Voilà, je peux peut-être m'arrêter là pour le moment, mais si jamais vous voulez que je précise certains points, toujours avec plaisir. Ok, bah merci. Du coup, je vais juste demander, donc merci déjà à vous deux pour vos présentations, c'est vraiment très intéressant et complet. Je voulais vous demander si, du coup, que ce soit au Gabon, au Mali ou dans les autres pays, on voit qu'il y a beaucoup un rejet du coup de la France. Je sais bien que Régis a participé à un ouvrage sur la mort de la France-Afrique. Enfin, l'Empire qui ne voulait pas mourir, c'est ça le titre du livre. Et je me demandais si ça induisait en fait ce rejet de la France. C'était aussi un rejet des pays de l'Union européenne de manière générale, des anciennes puissances coloniales dans leur ensemble, où ils s'étaient seulement dirigés vers la France. Et est-ce que ça provoquait un rapprochement d'autres puissances? On sait qu'il y a la Russie qui intervient beaucoup, mais des BRICS en général et d'alternatives en fait d'anciennes puissances qui ne sont pas coloniales en Afrique, pas de puissances pardon qui ne sont pas d'anciennes puissances coloniales en Afrique. Et du coup, je me demandais s'il y avait un rapprochement des nouveaux chefs d'État et un rejet plus général sur le bloc européen. Draman, Régis, je ne sais pas lequel de vous veut se lancer. Alors, juste que je sois sûr d'avoir compris la question. La question, c'est, un, est-ce qu'il y a un rejet de la France? Deux, est-ce que ce rejet provoque un rapprochement avec des Européens ou d'autres puissances non européennes? C'est ça le sens de la question? La question, c'est est-ce qu'il y a un rejet seulement de la France ou de l'ensemble de l'Union européenne par les pays dont on a parlé? Ah, d'accord, pardon. Et, Un rejet de la France, oui. est-ce qu'il y a un rapprochement d'autres pays, par exemple les pays des BRICS? D'accord, ok, ok. Voilà. Du coup, je peux peut-être commencer. Oui, vas-y. Euh, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un rejet de la France? Oui, très clairement. Alors ça se manifeste de manière moins visible et moins violente qu'en Afrique de l'Ouest, mais très clairement oui, il y a un fort rejet de la France. Alors je parle alors il y a un truc que je fais souvent quand je réponds à cette question, c'est que je fais toujours le distinguo entre les populations et les dirigeants, les populations et les élites. C'est très important. Parce que du côté des élites, très clairement, non, les élites sont très proches de la France, hein, même quand ça se dispute un peu. Exemple avec Ali Bongo qui a eu quand même des tensions assez fortes avec la France, mais au bout du compte, ce sont des alliés, ils s'entendent très bien, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, je donne juste un exemple, hein, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle notamment, tous les responsables politiques qui estiment avoir une chance sérieuse de l'emporter ou en tout cas de faire bonne figure, vous pouvez être sûr qu'ils passent toujours par la France pour venir montrer patte blanche. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont en France, ils rencontrent du monde au niveau des dirigeants français pour bien dire que, bon, nous, on est bien copains avec la France. Donc, ça, c'est au niveau des élites, notamment politiques, mais également économiques. Au niveau des populations, non. Là, clairement, il y a un rejet de la France. Donc, bien sûr, il y a les questions, il y a le passé, le passif et le passé colonial, et également, bon, énormément de, comment dirais-je, également au niveau de la politique de la France, hein, qui n'a pas non plus arrangé les choses. Donc, par rapport au rejet de la France, ça s'exprime de plein de manières, hein. Bon, il y a la question du franc CFA. C'est vrai qu'on en parle moins en Afrique centrale, mais ce rejet est également très important en Afrique centrale. C'est très mal vécu. Et maintenant, par rapport excuse-moi, pour pas être trop long, par rapport aux Européens, c'est plus nuancé.
ça dépend un peu, c'est nuancé. D'ailleurs, au niveau des Européens, on leur reproche, comment dirais-je, d'être trop sur la ligne, enfin, de trop rester derrière la France, en fait, hein, dans les relations avec le Gabon. Mais je dirais pas que, il y a un rejet de l'Allemagne, qu'il y a un rejet de l'Angleterre, qu'il y a un rejet de l'Espagne. C'est plus un ressentiment, on va dire, général, mais en lien quand même avec la France. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Et est-ce que tout ça amène à se rapprocher de d'autres acteurs, notamment au niveau des BRICS? De toute façon, Ali Bongo, l'une de ses marques de fabrique, c'était de tenter de tenir un peu la France à distance quand même, hein, de, tu sais, de diversifier les relations. Donc, très clairement avec le Maroc. Il y a pas mal de relations économiques avec le Maroc, donc qui est maintenant propriétaire de pas mal de grandes entreprises au Gabon. Il y a également un rapprochement avec la Turquie, la Chine, qui est un acteur extrêmement important maintenant. Mais bon, quand même, donc ça fait même dire à certains que le rôle de la France n'est plus si important que ça en Afrique en général et au Gabon en particulier. Non, c'est faux. L'acteur principal et central, ça reste quand même la France, malgré tout. Même si certains chiffres peuvent laisser penser que c'est plus diversifié que ça. Non, non, l'acteur français reste central. Et c'est pas pour rien que le jour même du putsch, c'est la France qu'on a appelée, c'est pas la Chine. Donc euh, voilà, donc il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours la France qui reste au centre du jeu quand même, mais il y a quand même de plus en plus de relations avec d'autres acteurs, dont ceux que j'ai cités, hein, Turquie, Chine, Maroc, hein, par exemple. Merci Régis. Draman, je ne sais pas si tu veux compléter ou si je donne la parole à Daouda. Pas de réaction. Ah, Ok, je voudrais réagir à la suite de Régis. vas-y. Ah oui, c'est Excuse-moi, clair pardon, que... pardon, excuse-moi. Enfin, il y a un point que j'ai oublié de préciser et je pense que c'est important par rapport à ta question. Excuse-moi, désolé, hein. Il y a un acteur que j'ai pas cité et il faut pas le négliger. Ce sont les États-Unis. Euh, Là, clairement, les États-Unis jouent un jeu un peu particulier où on sent que à la fois ils veulent mieux prendre place au niveau du Gabon, mais en même temps en maintenant une certaine pression. Par exemple, autant la France, c'est, comment dirais-je, a tout fait pour ne pas sanctionner le Gabon, parce que comme elle a été rassurée, hein, mais voilà. Mais autant les États-Unis, ils sont un peu ambivalents, c'est-à-dire que ils ne reconnaissent pas officiellement qu'il y a un coup d'État, parce que sinon ça les obligerait, selon leur législation, à couper les relations économiques, notamment avec le Gabon. Et donc, pour le moment, ils évitent, hein, de reconnaître le coup d'État officiellement. Mais par contre, ils maintiennent pas mal de pression, c'est-à-dire qu'il y a des aides qui ont été suspendues et là, plus récemment, il y a le Gabon est menacé d'être exclu d'un programme commercial mis en place sous Clinton. Ça s'appelle l'AMGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act, qui est en fait un programme commercial, hein, qui a été lancé il y a une vingtaine d'années sous Clinton. Donc le but, c'est de fournir aux pays africains, enfin l'Afrique subsaharienne en tout cas, un accès en franchise de droit aux États-Unis pour près de 2000 produits, enfin 1800 produits. Et donc, il y a des coups de pression comme ça qui sont mis en place par les États-Unis. Bon, moi, ma lecture, c'est que c'est aussi un moyen pour les États-Unis comment dirais-je, de prendre pied de manière encore plus profonde qu'avant. Et profiter un peu aussi de la situation difficile dans laquelle est la France du point de vue diplomatique dans la région. Voilà, donc il y a aussi les États-Unis avec qui il faut compter de plus en plus au niveau du Gabon. Draman, Ok, pour abonder dans le même sens que Régis, hein, c'est clair qu'il y a un rejet de la France, surtout en Afrique francophone, précisément en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est clair que la France n'a plus le monopole de son précaré parce que nous assistons au renforcement de partenariats avec d'autres pays étrangers tels que la Russie, la Chine. Mais c'était évident parce que, comme l'a dit si bien dit Régis, le passé colonial continue effectivement de peser dans les rapports entre
les Africains d'aujourd'hui et la France. Et je pense que la France n'a pas réussi à corriger ce passé, cet héritage, parce que en réalité, le rapport qui était fondé entre la France et ses colonies, c'était des rapports de domination, des rapports d'exploitation. Et vous savez que les fameux accords coloniaux circulaient dans les réseaux sociaux pour montrer que ces accords n'ont pas encore été défaits, pour montrer que la France doit arbitrer les transactions commerciales entre elle et ses ex-colonies, surtout quand elle veut acheter les matières premières. D'autres pays ne peuvent pas s'en prévaloir. Donc, tous ces accords coloniaux en tant que tels sont des aspects aujourd'hui qui ne plaident pas en faveur de la France. Surtout aujourd'hui avec des discours radicaux de la droite tels que portés par Éric Zemmour sur la question migratoire. Donc, tous ces discours en tant que tels irritent davantage et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'a pas effectivement le vent en poupe et je pense que c'est avec raison. Mais ce que je tiens à souligner ici, c'est que se défaire de la France et s'attacher effectivement les services d'une autre puissance, je pense qu'en réalité, on serait dans une posture de l'esclave qui change de maître. Alors aujourd'hui, l'Afrique, il ne s'agit pas pour l'Afrique de se défaire de ses rapports avec la France et aller s'attacher les services de la Russie, qui est aussi un pays capitaliste. Et donc, c'est clair que nous, notre alternative, ce n'est pas d'être dans une telle posture. Parce que quoi qu'on dise, effectivement, la Russie, la Chine, ces pays, effectivement, officient en Afrique dans leur intérêt supérieur. Donc, c'était juste pour rappeler, effectivement, cet élément, cet aspect des choses. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Daouda, si tu y arrives avec ton micro, il a baissé la main, donc je sais pas si. Ouais, Paul, faut juste activer ton micro. Oui, Parfait. bonjour, bonjour à toutes et tous. Je voulais juste, vous m'entendez bien? Ouais, Parfait. Je voulais juste faire un point sur ce qu'on entend un peu dans les médias occidentaux maintenant, suite au coup d'État qui se passe en Afrique, sur le fait que l'accueil plutôt positif d'une grande partie des populations par rapport à ces coups d'État, il y a toute une analyse qui est en train de se développer dans les médias occidentaux sur le fait que les Africains, en fait, n'aiment pas la démocratie ou seraient contre la démocratie, ou que les Africains aimeraient avoir des hommes forts, des dirigeants forts, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se rapprocheraient de Poutine, qui même est un dirigeant fort dans son propre pays. Et je crois que c'est important de tordre cette idée parce que c'est une idée qui est un peu en lien avec ce qu'on entendait dans les années 70-80 sur le fait que l'Afrique n'était pas prête à être à pouvoir bénéficier de la démocratie. Les Africains n'étaient pas assez matures pour avoir un régime démocratique. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les sondages de l'Institut Afro Baromètre, Afrobaromètre, qui est un institut de sondage qui étudie les comportements politiques et sociaux des Africains depuis des années, montre très très bien, autour de 80%, que les Africains sont attachés à la démocratie et que en fait c'est pour eux le système politique le plus important.
et le plus viable. Et que, en fait, les coups d'État qui existent, d'une certaine manière, c'est pour défendre, même si ça peut paraître paradoxal, c'est pour corriger ceux qui utilisent la démocratie pour leurs propres intérêts. Et je crois que pour reprendre une idée qui est importante, c'est qu'en fait, le malaise qu'il peut avoir par rapport aux dirigeants qui ont été élus démocratiquement, d'ailleurs plus ou moins démocratiquement, c'est que euh, les élections en Afrique qui ont été plus ou moins libres à partir des années 90, cette période est concomitante avec la mise en place des ajustements structurels et d'une certaine manière, cette politique d'ajustement structurel qui a fait énormément de mal au au niveau social pour l'Afrique s'est accompagné de gouvernements dits démocratiques qui eux-mêmes, même si on peut douter de leur volonté, même s'ils avaient une volonté de pouvoir changer un minimum, ces dirigeants étaient en fait pieds et poings y liés par rapport aux ajustements structurels qui en fait les enfermer dans un cadre économique très très strict. Et donc on arrive à une situation où il y a une certaine équation entre d'une part les dirigeants élus qui qui et d'autre part les politiques d'austérité liées aux politiques d'ajustement structurel. Et je pense que c'est une des explications, c'est pas la seule, mais c'est une des explications qui peut euh, donner un angle sur cette crise démocratique que peuvent vivre les pays du continent. Voilà. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, Alors, questions? j'aimerais Ah, tu veux réagir en fait répondre? à cette intervention. Je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, je t'en prie. parce que ma caméra est capricieuse. Euh, oui, alors, j'entends hein, ce que vient de dire Paul. Alors, je vais essayer de réagir sur plusieurs points parce que quand même, il y a pas mal de points abordés hein, dans l'intervention de Paul. Je vais essayer de suivre par des premiers points, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait une défiance vis-à-vis de la démocratie? En gros, le débat qui sont en train d'être développé, c'est-à-dire que les Africains, comment dirais-je, seraient déçus par la démocratie et du coup aimeraient avoir des hommes forts. Bon, non, là sur ce point-là, je suis d'accord. Hein, c'est non, je ne souscris pas à cette analyse. Euh, alors, par contre, ce qui est vrai, hein, quand même, factuellement, c'est qu'il y a des questions qui se posent sur les démocraties, y compris entre certaines communautés, enfin, donc certains pays africains. Et il est vrai qu'il y a des personnes qui posent cette question hein, dans plusieurs pays africains. Est-ce qu'au bout du compte, la démocratie, c'est pas une chose de blanc, quoi, pour le dire de manière assez brute. Hein. Et est-ce que c'est moins adapté à nous, enfin, à nos us et coutumes, etc. Bon, moi, je ne partage pas du tout ce questionnement pour une raison, mais toute bête. Hein. C'est pas, en fait, moi, à chaque fois que je participe à des discussions de ce type, la toute première question que je pose, c'est mais à quel moment est-ce que vous avez vécu en démocratie chez vous? Parce que pour être déçu de la démocratie, encore faut-il avoir vécu en démocratie. Non, enfin, et là, je reviens du coup aux autres points que Paul a abordés. Alors, je suis pas du tout d'accord avec l'hypothèse qu'il évoque, c'est-à-dire que ce serait la concomitance entre les plans d'ajustement structurel et les mouvements de démocratisation au début des années 90 qui expliquerait que il y ait cette désaffection pour une raison déjà factuelle. Les plans d'ajustement structurel, c'est avant les mouvements de démocratisation. C'est-à-dire qu'en fait, la question que tu peux même plutôt poser, c'est est-ce que les plans d'ajustement structurel n'ont pas facilité les mobilisations pour la démocratisation? Parce que les plans d'ajustement structurel, c'est grosso modo années 80, un milieu des années 80 par là, et les démocratisations, c'est début des années 90. Donc, est-ce que c'est pas plutôt les effets délétères de ces plans d'ajustement structurel qui ont pas provoquer et faciliter certaines grognes
sociale et politique, qui cumulée à plusieurs autres facteurs, je pense notamment aux relations internationales, géopolitiques, la fin euh, de la guerre froide, etc. Est-ce que tout ça, ensemble, avec d'autres facteurs encore plus internes, est-ce que ce ne sont pas plutôt eux qui ont favorisé les mouvements qui vont aboutir à une vague de démocratisation? Alors, j'emploie démocratisation avec beaucoup de guillemets, hein. En fait, ce qu'on appelle démocratisation, c'est plutôt des retours au multipartisme, parce que pour la plupart des pays africains, dans les années 80, ils étaient sous un régime de parti unique, hein, pour la plupart. Et, euh, et donc, à partir des années 90, via ces mouvements de démocratisation, on revient à du multipartisme au moins formel, avec des élections qui deviennent enfin, où on peut avoir plusieurs candidats, etc. Donc, sur la forme, il y a des démocratisations, hein, mais sur le fond, en termes de pratique, c'est beaucoup plus contestable. Moi, je prends l'exemple du Gabon. Oui, on peut dire qu'entre 1990 et 1993, il y a eu quelque chose qui donnait à croire qu'on s'est acheminé vers une démocratisation réelle du pays, mais sauf que très rapidement, entre 95, 93, 98 et surtout 98-2000, Omar Bongo, donc qui avait été très affaibli, hein, par les mouvements du début des années 90, il a repris totalement la main sur le régime. Après, il s'est adapté. Ils se sont adaptés. Ils ont tourné. En fait, la plupart des dirigeants africains de l'époque, que ce soit au Congo, au Gabon, au Togo, au Bénin, etc., ils y sont allés contraints et forcés. Mais par la suite, chacun de manière plus ou moins différente, ils ont trouvé des moyens de s'adapter à cette nouvelle donne où on a des pays qui maintenant ont régulièrement des élections, mais qui 9 fois sur 10 sont des élections truquées, où où c'est toujours le parti au pouvoir bah, qui gagne, hein. Enfin, là, je caricature pas mal, mais en tout cas, en Afrique centrale, c'est pas une caricature. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus nuancé. Et donc, voilà. Non, donc, non. Donc, pour répondre à la question de Paul, non, non. Je ne pense pas que les plans d'ajustement structurel ont considérablement dégradé la situation, ça, c'est sûr. Ça vaudrait même une discussion en tant que telle, hein, les conséquences des plans d'ajustement structurel au niveau éducatif, sanitaire, etc. Mais ça n'explique pas tout et ça n'explique certainement pas, et là, c'est un autre point de désaccord que j'ai avec ce que disait Paul, ça n'explique pas. Enfin, pour moi, ce n'est pas ça qui explique que les gouvernants avaient les mains liées, hein, par les conséquences des plans d'ajustement structurel. Non, il y a les deux. C'est-à-dire que les plans d'ajustement structurel, encore une fois, n'aident pas, mais à côté de ça, il y a une mauvaise gouvernance quand même. Moi, je prends l'exemple du Gabon. Il y a eu, parce qu'il y a eu les plans d'ajustement structurel, mais il y a eu aussi la dévaluation du franc CFA, donc en 94, qui a également compliqué la donne. Mais clairement, si je prends juste l'exemple du Gabon, non, on est d'abord dans une histoire de pillage, de mauvaise gouvernance, ou de personnes qui sont là pour tout prendre pour elles-mêmes et pour ne rien partager avec les populations. Parce que même, enfin, encore une fois, on parle d'un pays comme le Gabon qui a que 2 millions d'habitants, avec des richesses incommensurables, et on trouve le moyen d'avoir la moitié de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Enfin, 2 millions, c'est quoi? C'est la moitié de la population parisienne. Et, enfin, et avec des richesses extrêmement importantes. Non, c'est pas ça du tout, hein. C'est que on a et ça n'explique pas que on a des dirigeants qui se sont enrichis. Alors là, je reviens encore une fois sur le cas du Gabon. Quand Omar Bongo est mort en 2009, c'était l'occasion d'évaluer son patrimoine. Eh bien, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à l'évaluer. C'est-à-dire que la toute petite part du patrimoine d'Omar Bongo sur laquelle dont on a pu avoir connaissance et qu'on a pu évaluer, c'est à des milliards. Enfin, il fait quoi avec tout cet argent? Et cet argent, ça vient d'où? Et ça, ce n'est qu'une petite partie qu'on a pu obtenir. Donc non, ça n'est, encore une fois, les plans d'ajustement structurel, ça a compliqué la situation, mais ça n'explique pas du tout, en tout cas de manière très marginale, la situation de ces gouvernements. Et là, je parle surtout d'Afrique centrale, mais aussi en bonne partie vers en Afrique de l'Ouest. Merci Régis pour les précisions. Je voudrais aussi réagir à la suite de Régis. Ouais. Essaye si tu Ça arrives veut à faire dire, succinct, Draman, comme ça on transite après sur Diaco. Et il y a Daouda qui m'a envoyé sa question. Ok. Alors, c'était juste pour dire que
Et les programmes d'ajustement structurel sont un des aspects qui justifient aujourd'hui le fait que le coup d'État se légitime. Parce que, il faudrait dire que euh, quand nous prenons l'accès aux services sociaux de base, nous pourrons dire que les difficultés d'accès aux services sociaux de base ont été engendrées par le programme d'ajustement structurel. Aujourd'hui, il n'y a pas de perspective d'emploi liée au gel des emplois. Donc, je pense que c'est un des aspects, mais ça n'explique pas tout. Et comme l'a dit Régis, il y a d'autres aspects tels que le pillage des richesses, tels que puisque la démocratie qui jusque-là a été promue en Afrique, c'est l'électoralisme. Parce que j'étais temps de règne à respecter tous ces rendez-vous électoraux à partir de 91. Alors, si l'organisation des élections devrait faire de quelqu'un démocrate, Blaise devrait être bel et bien démocrate. Mais nous avons trouvé une situation dans laquelle les puissances occidentales de connivence avec la bourgeoisie locale organisaient des élections truquées et on faisait croire que nous étions dans des démocraties et il y avait le pillage accéléré des richesses. Donc, tous ces aspects mis ensemble aujourd'hui expliquent aujourd'hui le fait que le coup d'État se légitime d'une manière ou d'une autre. En plus du défi sécuritaire dans certaines zones comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais malheureusement, on constate que ce que les civils n'ont pas fait, c'est clair que quand on fait un bilan, la gouvernance des civils a été, le bilan est désastreux. Mais ce que les civils n'ont pas fait, les militaires également ne semblent pas réussir. Voilà, donc c'était juste pour ajouter. Voilà, merci. Juste une phrase, mais vraiment une seule phrase. Il ne faut pas confondre élection et démocratie. Ça, c'est le piège dans lequel on nous enferme d'assimiler élection et démocratie. Voilà, l'élection, c'est une composante de la démocratie, mais la démocratie, c'est bien plus que ça. Et surtout le reste, on n'y est pas du tout, hein. Bien sûr. Là, on tombe dans l'électoralisme. C'est ce que je disais. On se comprend parfaitement. Merci à vous deux. Ouais, Pablo, ouais, vas-y, je t'en prie. je peux intervenir. Ouais, Voilà, merci de me donner la parole. La première des choses, c'est que bon, moi, je suis optimiste, hein. Je me dis que bon, il y a un début à tout et on peut considérer qu'il y a rupture. Mais seulement pour expliquer un peu les coups d'État, peut-être que les deux intervenants, j'ai pas tout suivi, j'ai pris le train en marche. J'ai cru comprendre qu'ils nous ont fait un peu un décryptage, comme si c'était un reportage de journalistes qui faisait le point. Mais moi, j'aurais voulu peut-être entendre autre chose, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé à ces coups d'État, ce qu'on n'a pas ajouté, coups d'État militaro-populaires, qui ont surgi comme ça, de nulle part, mais surtout de quelque part aussi, qui ont engendré cela, ces changements-là, cette rupture. Et il y avait des signes avant-coureurs depuis 2009, et c'est l'Union africaine même qui avait pris les devants. Et à ce niveau-là, il y avait un conseil qui devait régler les conflits, le CRMR, qui s'occupait de ça, qui avait tenu une rencontre en décembre 2009 pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de, quand même, ce qu'on avait constaté qui était récurrent, c'est-à-dire les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Donc, ils ont planché là-dessus, ils avaient pris des mesures, mais du moment qu'il y avait un syndicat de chefs d'État, ils n'ont pas tenu compte de cela. Donc, le syndicat a réussi à un peu faire oublier les choses, et les choses peut-être voilà, sont tombées comme ça en léthargie. Et en 2018, ils sont revenus là-dessus encore, le CRMR avec l'Union africaine et la société civile certainement qui avait un peu bousculé les choses pour que ça avance, ça évolue sur cet aspect-là des changements anticonstitutionnels. Et ils se sont rencontrés, mais ça n'a pas abouti. Il a fallu attendre 2022 à Malabo, en Angola, pour revenir encore et statuer sur ces coups d'État rampants. Et ces coups d'État rampants avaient un autre aspect, mais c'est à partir de là peut-être qu'il y a eu une prise de conscience partant de ce qui s'est passé au Mali. C'est pas un coup d'État militaire, hein, c'est plutôt la société civile, par le biais d'un mouvement islamiste, qui a fait tomber le pouvoir. Et les militaires se sont engouffrés dans cette brèche-là pour récupérer et maintenant gérer les choses. Donc, ils veulent changer.
Et ce qui en fait marquant, c'est que je parlais un peu de la déclaration d'Accra qui préconisait, je lis ici le document même, la nécessité pour l'Union africaine et le CRMR de promouvoir une synergie dans le traitement des questions de changement anticonstitutionnel de gouvernement, conformément au principe de subsidiarité. Mais ce sommet-là n'a pas abouti. Et beaucoup de chefs d'État qui envisageaient d'aller vers ce troisième mandat, qui est aussi un des, allez dire, éléments qui ont provoqué cette situation nouvelle de coup d'État, donc ont quitté la salle sans pour autant signer, ratifier ce document. Et même cette déclaration n'a pas été aussi même adoptée. Donc, il contenait ces décisions importantes sur cette question précise. Mais personne n'a voulu signer. Et le président de la commission de ce sommet à Malabo a insisté là-dessus, sur l'urgence de cette question, pour essayer de changer la donne et essayer de arrêter cette confiscation du pouvoir, les qualifiant de coup d'État rampant. Et ils ont laissé faire. Et voilà, la suite, vous la connaissez. Donc, il y a eu un coup d'État au Mali, un coup d'État militaro-populaire, j'ajoute, populaire, donc avec l'aval de la population, des populations. Mais là, ça nous ramène maintenant à ce que disaient les deux intervenants, c'est la pauvreté et le fait et la malgouvernance d'une manière générale, que ce soit ajustement structurel et la complicité de ces dirigeants-là qui a conduit à cet état de fait-là, qui fait que, bon, moi je dis que bon, c'est un acquis, c'est un premier pas, il fallait commencer par là. Donc, ce changement de régime, même si c'est des militaires, ils ne sont pas au fait des choses, ils ne savent pas comment gérer les choses. Et à un moment donné, ils étaient un peu confrontés à cette situation que tout le monde connaît. Donc, il fallait à un moment donné faire recours à ces payeurs de fonds qui devaient leur prêter de l'argent. Sinon, ça allait se retourner contre eux du moment que ces militaires populaires et les populations attendent de ces dirigeants-là qu'ils fassent au moins quelque chose pour un peu sortir de ce marasme économique. Donc, comment faire? Sinon, aller emprunter de l'argent encore, ce qui fait que j'entendais l'un des intervenants citer du CDATM de Burkina, je crois, m'a dit qu'il y a eu successivement au Mali, après l'embargo, des emprunts obligataires sur le marché local, donc le Luma, près de 500 et quelques milliards. Mais ils sont obligés de le faire et de faire même des eurobonds, d'emprunter de l'argent pour payer des dettes, pour pouvoir faire avancer les choses. Et du moment que c'est un commencement, et la démocratie, ce n'est qu'un processus. Comme disait tantôt l'autre, ce n'est pas les élections, c'est tout un ensemble. Si on arrive à faire en sorte que la majorité, peut-être les 2 tiers de la population arrivent à se nourrir correctement et à avoir un voix au chapitre et pouvoir s'exprimer correctement, là on parlera de démocratie en voie voilà, de développement entre guillemets. Donc c'est un processus continu. Ceux qui l'incarnent, les dirigeants, devraient l'incarner aussi pour que ça arrive soit au fait quelque chose de parfait. Donc, pour moi, je reste optimiste. Je dis que c'est un début. Il y a une rupture et il y a eu peut-être que certainement les choses vont évoluer et ceux qui sont là. Il parlait tantôt du Gabon, qu'on aurait dû aussitôt après remettre le pouvoir aux civils, ce qui ne pouvait pas être le cas du moment que les urnes n'existaient plus. Ils ont tripatouillé et on ne pouvait pas donner à celui qui venait comme second alors que celui qui est Premier ministre même aujourd'hui était dans ce groupe-là de cette coalition, donc on ne pouvait pas remettre le pouvoir comme ça. Il fallait maintenant laisser la transition, le temps de réorganiser tout ça et de chercher des partenaires pour pouvoir évoluer autrement. Donc, je reste optimiste en disant que bon, c'est une rupture, rien n'est parfait encore et on ne peut pas se lâcher des bailleurs de fonds. Il faudrait maintenant réformer les administrations. C'est là-bas où se trouve la malgouvernance pour faire avancer le continent. Je crois que c'est ça. Donc, soyons optimistes. Pablo. Ça va. Merci pour la Alors, contribution. Je ne sais pas si je l'un de peux, vous veut pardon, réagir. Oui, vas-y, je t'en prie, possible de Régis. réagir? Oui, juste pour réagir. Alors, je suis en très grande partie en désaccord avec tout ce que je n'entends. Enfin, j'ai deux problèmes principaux en fait avec cette position, c'est que je la trouve trop généraliste, alors que la situation des différents pays est quand même très différente, et je la trouve trop impersonnelle. Non, les administrations, c'est pas quelque chose d'impersonnel. Les administrations, ce sont des hommes. La gouvernance, c'est pas quelque chose d'immatériel. La gouvernance, ce sont des hommes et des femmes, bien sûr, hein. On a aussi les thèmes, non, non. Par rapport à ces deux points-là. Ça me dérange beaucoup dans le discours. Je vais juste commencer par la fin du discours, donc par rapport au cas du Gabon.
Oui, oui, je suis d'accord pour dire que ça aurait été compliqué de remettre en l'état le pouvoir enfin, personnellement, tout à l'heure, quand j'ai dit de remettre le pouvoir aux civils, j'ai pas dit qu'il fallait remettre le pouvoir à celui qui est supposé avoir gagné. Enfin, en tout cas, c'était pas le sens hein, de ce que je voulais transmettre, parce que je sais bien que, techniquement parlant, ça posait un certain nombre de questions. Mais en tout cas, en termes d'intention de remettre le pouvoir aux civils, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du coup d'État de 1964 où cette intention était très clairement marquée, alors que là, l'intention, elle n'était pas du tout. Donc, c'est ça que je voulais en fait souligner quand je parlais de l'exemple du Gabon. Mais je reviens plus profondément en fait à l'essentiel de la contribution, de dire que oui, que depuis 2009 on savait, mais non, enfin on ne savait pas depuis 2009, on le savait depuis bien avant, puisque les coups d'État ça n'a pas commencé en 2009, ça n'a pas commencé dans les années 90, ça n'a pas commencé dans les années 70, ça a commencé bien avant. C'est une histoire de plusieurs décennies. Quand on parle de 2009, enfin, je signale que 2009, c'est 2 ans après 2007, pour ceux qui savent compter. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais en 2007, pourquoi est-ce que je parle de 2007? En 2007, l'Union africaine a adopté une charte pour la démocratie et les élections, donc qui interdit de faire tout ce que font les différents pouvoirs africains, donc que vous-même vous avez dénoncé dans votre contribution. Et dès 2007 déjà, l'Union africaine avait établi des règles de bonne conduite pour mettre en place une vraie démocratie et pour avoir des élections conformes aux standards internationaux. Sauf que cette charte, elle est allègrement piétinée tout le temps. Et, euh, et si on parle du sommet de Malabo de 2022, enfin 2022, c'est après 2020, c'est après 2021. Il y avait quand même déjà plusieurs coups d'État. C'est pas le sommet de Malabo qui, comment dirais-je, allait tout d'un coup sauver la situation. Enfin, la question des doubles, enfin des mandats, etc., ça se pose depuis belle lurette. Enfin, moi, dans le cadre de l'association Survie, enfin, je suis dans un réseau en fait d'associations justement qui depuis 2009 observe en fait les différentes élections sur le continent et ça fait depuis 2009 que régulièrement on alerte, qu'on dénonce, etc., y compris auprès de l'Union européenne qui est un gros bailleur de ces élections mais qui derrière ne va pas au bout de ses responsabilités. Et j'insiste sur le fait que non, le problème c'est d'abord nous. Enfin, la démocratie, c'est pas une chose qui se décrète comme ça parce qu'on a mis en place une institution. Enfin, si on prend l'exemple du Gabon, honnêtement, il y a plein de points sur lesquels on est même en avance sur la France. Hein. Mais pour autant, derrière, les pratiques, elles ne suivent pas. Si on met en place des textes, mais que derrière, les pratiques ne sont pas conformes à l'esprit des textes, ben ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. On peut avoir les meilleurs des textes. Si derrière, on ne les respecte pas, ça ne sert à rien. C'est quand même d'abord ça le problème. Et par rapport au sommet enfin, si je reviens à Malabo, enfin, c'est un peu normal que ces chefs d'État, enfin le gang des chefs d'État ne respectent pas. Enfin, je rappelle quand même que l'Union africaine, c'est quand même d'abord les chefs d'État. C'est pas une entité en elle-même. De l'Union africaine, comme l'Union européenne d'ailleurs, hein, dans une autre mesure, son efficacité dépend d'abord de ses composantes, notamment des chefs d'État. Donc, si les chefs d'État ne sont pas vertueux dans l'exercice démocratique, c'est évidemment que l'Union africaine, elle aura beau pondre des superbes textes, si derrière les membres ne les appliquent pas, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je rappelle que le président de l'Union africaine, c'est quand même quelqu'un qui vient du Tchad. Et le Tchad, je ne crois pas que ce soit une démocratie aujourd'hui. Au contraire, c'est quand même un pays dans lequel, là aussi, il y a eu un coup d'État. Et le fait que le président de la Commission de l'Union africaine soit un Tchadien, ça n'a rien changé au problème. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut être défaitiste, hein. Je dis juste qu'il faut quand même déjà nommer les choses, il faut déjà faire le diagnostic de la situation, mais le faire sans concession. Et à partir de là, on peut envisager de pouvoir avancer parce que si on se voit trop beau et qu'on est un peu trop, comment dirais-je, idéaliste sur ces questions-là, ça va pas aider non plus. Et donc, mais sur le fond, du fond, on est d'accord. Il faut qu'on trouve un moyen comment dirais-je, de dépasser ça et de promouvoir de bonnes pratiques et que ça devienne dans l'ADN hein, de nos dirigeants. Et je terminerai juste d'une phrase sur
aussi la responsabilité de l'Union européenne. Hein. Donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, le fait que, notamment dans les anciens accords ACP, il était prévu que des relations entre l'Union européenne et des pays, notamment africains, mais aussi les Caraïbes et Pacifiques, que ces relations-là se fondent sur le respect quand même de plusieurs piliers. Et parmi ces piliers, il y a le pilier de la bonne gouvernance, le pilier des droits humains et également le pilier démocratique, entre autres. Et le quatrième pilier étant le pilier économique. Et curieusement, dans ces relations, le seul pilier qui a été respecté, c'est le pilier économique. Tous les autres piliers, on les a oubliés. Voilà. Excusez-moi, mais vraiment la dernière phrase, c'est au niveau de l'Union africaine, hein, pour finir avec elle, tant que cette institution sera financée aux trois quarts par l'extérieur, notamment l'Union européenne, euh, j'aurais du mal à la prendre au sérieux. Voilà, je l'ai dit comme ça. Si on n'arrive même pas à se financer nous-mêmes et qu'on compte sur l'extérieur, voilà, c'était un petit tacle glissé gratuit comme ça au passage. Voilà, merci. Oui, Merci Régis pour la réponse. Pablo, je voudrais réagir à la suite du camarade qui a parlé des coups d'État constitutionnels. Ouais, si tu arrives à faire succinct, comme ça on peut prendre la dernière question de Daouda avant de clôturer après. Je le T'en prie. ferai. Alors, j'ai envie de répondre au camarade qui a fait cas des coups d'État constitutionnels pour dire que ces coups d'État constitutionnels sont une conséquence des déficiences de la démocratie dont nous avons parlé. Donc, ça veut dire que c'est un des aspects qui s'insère dans notre analyse. Alors, je ne partage pas tout à fait son point de vue lorsqu'il dit que le Mali ou le Burkina Faso n'avaient pas le choix d'emprunter effectivement sur le marché des titres ou avec d'autres bailleurs. Alors, nous faisons des propositions. C'est clair que ces autorités de la transition viennent trouver une situation de déficit budgétaire structurel. Alors, à défaut de trouver des solutions, c'est clair qu'elles vont s'endetter. Mais nous disons que non. Il faut discuter de l'appropriation des ressources d'abord. Ça, c'est le premier aspect. Alors, ces autorités, si elles arrivaient à contenir la fraude et l'évasion fiscale, je pense que la question de l'endettement allait être effectivement une question du passé. Donc, nous, on ne se limite pas à dire non, ces États n'ont pas le droit de s'endetter, mais nous proposons des solutions parce que nous ne sommes pas sans savoir que ce que la fraude et l'évasion fiscale font perdre à l'Afrique, c'est 9 fois plus supérieur que ce que l'Afrique reçoit à travers l'aide publique au développement. Donc, c'est pour dire que je ne partage pas, parce que les mots que traverse l'Afrique, il faudrait qu'on leur oppose des alternatives radicales. Alors, s'ils estiment que non, et on doit le faire par temps, je pense qu'on va finir par toujours se retrouver à reprendre, et on serait toujours à la case départ. Donc, je pense que je ne partage pas son point de vue sur cette question. Merci. Merci. Draman, pardon, Annie, tu voulais rebondir? Ah, il faut allumer ton Je sais micro. pas s'il y a encore le temps ou si vous voulez que quelqu'un d'autre parle avant. Enfin, Bon, si tu arrives à faire court, on a bon, encore un petit quart d'heure, donc vas-y, je bon, t'en prie. c'est un peu difficile, mais je voulais juste partager un peu une expérience et en faire aussi une question par rapport à la démocratie et l'armée. En fait, voilà, c'est ça. Euh, En fait, l'expérience, c'est par rapport à l'Éthiopie. Donc, je sors du Sahel, excusez-moi, c'est encore un autre pays. Mais bon, j'ai eu la possibilité d'assister aux élections, en fait, en Éthiopie en 2006. Donc, à l'époque, l'Éthiopie est un pays considéré comme démocratique, je veux dire, par les médias, par l'ensemble des médias européens, internationaux, et je ne sais pas en Afrique, mais en tout cas, voilà. Or, en 2006, donc, il y avait une énorme opposition dans la rue, énormément, des millions de gens dans la rue. Il y avait vraiment des fortes chances, en fait, que l'opposition pouvait renverser le gouvernement en place. Mais que s'est-il passé? Eh bien, du jour au lendemain, toutes les ONG ont été fermées ou renvoyées. Du jour au lendemain, on a arrêté 700 étudiants dans les universités qui ont disparu sans que personne ne dise rien. On a confisqué tous les licences des taxis qui faisaient grève dans la ville pour protester contre ce qui s'était passé. On a envoyé des tanks, des militaires, etc., dans toute la rue pour maintenir l'ordre, pendant que c'est quand même le siège de l'Union africaine, donc toutes les ambassades
étaient là, il y avait des observateurs européens, et bien toutes ces personnes-là n'étaient pas là, ils étaient partis en villégiature ou en tout cas n'étaient pas présents, enfin, en tout cas n'avaient rien vu, personne n'avait rien vu. On en parlait légèrement dans les médias, mais très très peu. En fait, on disait que les élections s'étaient très bien passées et le président, il a eu je ne sais plus combien, 89% des voix et tout était parfait. Mais en fait, bon, c'est toute une réflexion parce que je me suis dit à ce moment-là, bon, il y a quand même un quart du budget de l'Éthiopie qui est consacré à l'armement. Donc, je veux dire, comment peut-on imaginer qu'une contestation puisse avoir jour? Pourtant, il y a des déplacements forcés. Il y a chaque année l'équivalent de la population de toute la Belgique qui meurt de faim structurelle, soi-disant à cause des sécheresses, alors que l'Éthiopie, c'est la source du Nil bleu. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la source de l'eau, enfin de l'eau qui, enfin, bon, je veux dire que le Nil bleu, c'est énorme comme source d'eau, donc on se demande comment est-ce qu'un pays, toute cette population peut mourir simplement à cause des sécheresses, donc on sait très bien que ce n'est pas vrai. Il y a des déplacements forcés, il y a des raisons politiques, et on a aussi mis le pays sous transfusion avec des aides alimentaires venant de l'extérieur pour empêcher les producteurs locaux de pouvoir produire à des prix compétitifs. On a vraiment coulé ce pays de façon internationale, mais c'est une démocratie, c'est une démocratie. Et donc, moi, ma question, c'était un peu ça, enfin ma question, et ça rejoint tout ce que tout le monde a dit aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est que des démocraties comme ça, ce ne sont pas des vraies démocraties et elles ne servent que à permettre le pillage de ce pays-là comme des autres pays. Si la population veut protester contre ça, protester pour avoir un logement, pour protester pour avoir de quoi manger, on leur envoie l'armée. Donc, de cette manière-là, il n'y a pas moyen de pouvoir changer. Et si on ne veut pas qu'il y ait un bain de sang, il faut donc que l'armée se mette du côté de la population à un moment donné. Sinon, comment veut-on que les choses évoluent? Bon, ce n'est pas le constat que d'un seul pays. C'est arrivé dans plusieurs pays. Bon, ce gars-là, je ne vais pas continuer on va pas faire tous les exemples des différents pays. Mais moi, je pense que même en Europe, c'est comme ça. Regardez ce qui s'est passé en France pendant un an avec toutes les protestations, les gens qui sont pas d'accord avec les lois qui passent, avec le pouvoir d'achat qui diminue, et qu'est-ce qui se passe? Pas une militarisation, mais quand même une police qui est de plus en plus agressive, de plus en plus violente, et les mouvements sociaux qui sont à chaque fois écrasés, tuent, même si on est en démocratie. Tant qu'il y a cette répression de la contestation et que les élections ne sont pas des vraies élections, comme c'est toujours le cas un peu partout dans le monde, eh bien, on peut se demander si vraiment le modèle démocratique est vraiment si bon. Et enfin, ça nous fait poser d'autres questions, voilà. Ou peut-être poser la question autrement. Voilà, juste une petite intervention. Merci Anne. Il y avait Daouda qui avait une toute dernière question et puis je propose qu'on clôture parce qu'on est bientôt connecté depuis 2 heures. Alors est-ce qu'il est toujours là? Non, il s'est redéconnecté mais il m'a envoyé sa question donc il pourra voir la réponse dans l'enregistrement. Alors il disait, qu'est-ce qui explique que les autorités de transition dans le Sahel ne parlent que de la France pour justifier le mal alors que le problème est idéologique? Le système d'aide, pardon, le système d'aide ne concerne pas que la France. Mais Pourquoi les organisations membres du CADTM dans les pays concernés jouent au silence face à la continuité? oui. Régis Draman. Oui, est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Pablo, la réponse, tu dois répondre d'abord à cette question. Tu es interpellé. Oui, c'est pour dire que je m'étais un peu levé j'étais allé dans les toilettes, donc je n'ai pas bien cerné la question. Celle que je viens de poser? Oui. Tu veux que je te la Pablo, répète? Oui. tu es le premier interpellé. Tu dois répondre d'abord à cette question. Tu es Ah, moi, interpellé. Tu sens... Il demande qu'on lui répète la question. Il n'a pas compris la question. Oui, oui, ça j'ai bien compris, mais j'ai pas compris ce que Non, me je parle demande à Diaco. Daco. Interpellé, il parle de CDTM même dans les pays européens. Ah bon, il y a qui regardent des choses, mais qui ne se prononcent pas et qui ils se posent la question, mais pourquoi?
Oui, mais les pays concernés, c'est les pays d'Afrique. Ici, au CADTM, il y a Draman et il y a Régis aussi qui sont intervenants. Est-ce que Draman répond? Oui, Régis, tu peux commencer et après je répondrai, après toi. D'accord. Alors, Ah, je vais reformuler la question pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, en gros, ok. la question de Daouda, c'est pourquoi est-ce que dans les problématiques dont on parle hein, de démocratie, on ne parle que de la France comme étant en gros la cause, hein, quasiment de tout, si je comprends bien, alors que c'est d'abord la question idéologique qu'il faut mettre en avant. Et bon, il a parlé du système d'aide. Bon, il s'était pas super développé, mais je crois que en gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est tout le système de domination multiforme hein, qui explique les questions, enfin les problèmes que l'on rencontre, et c'est pas juste la France. Alors, si j'ai bien compris la question, pour moi, je vois pas de contradiction. C'est vrai que bon, on parle de la France. Enfin, si je prends l'exemple des pays du Sahel et même du Gabon, hein, d'une certaine manière, mais du Sahel, c'est logique qu'on commence par la France, puisque si on reprend chacun des derniers coups d'État, c'est directement en lien avec la France, hein, et notamment et également la question sécuritaire, qui sont elles-mêmes également en lien avec la France, puisque quand même un peu le point de départ de cette séquence, c'est quand même la guerre contre le djihadisme. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté en France. Hein. Donc, il y a une certaine logique à ce qu'on parle de la France, puisque enfin, la plupart de ces coups d'État, en fait, sont liés à la France, notamment le Mali, il y a le ressentiment parce que on estime que la France a échoué et donc, de fil en aiguille, le gouvernement qui a été plus ou moins adoubé par la France, ben, il devient illégitime, donc coup d'État. Et au Niger, celui qui était remplacé, c'était quand même quelqu'un qui était appuyé par la France. Et d'ailleurs, on a bien vu la réaction de la France hein, au coup d'État nigérien. Donc, c'est quand même compliqué de la mettre hors de l'équation. Bon, Draman sera mieux placé que moi pour indiquer la question de la France. Mais bon, faut quand même pas oublier que la France, elle a quand même exfiltré Campaoré hein, quand le peuple s'est révolté, etc. Bon, donc c'est compliqué de sortir la France de l'équation. Et inutile de rappeler le contexte post-colonial et colonial. Donc bon, il y a quand même plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas sortir la France de l'équation. Maintenant, c'est pas contradictoire avec l'autre partie de la question de Daouda, c'est-à-dire toute la question idéologique du système d'aide. Bah, disons que bah, l'histoire sur le long cours, quand même, c'est quand même la France qui a incarné le système d'aide dans ces pays-là, via le système colonial. C'est pareil pour le Gabon. C'est vrai que la France n'était pas directement, comment dirais-je, en lien avec le coup d'État, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que dès que le coup d'État a été commis, le premier qu'on a appelé, c'est la France, pour rassurer. Donc, c'est pas non plus par hasard. Mais tout ce système d'aide que l'on peut décrire, et puisque c'est ça, c'est sur quoi Daouda a insisté, bah oui, enfin, la France est quand même un peu en bonne place dans ce système d'aide. Enfin, la France-Afrique, c'est quand même une forme quand même de système d'aide. Enfin, en fait, je comprends pas le fait de mettre les deux en opposition. Non, il y a les deux. Bien sûr qu'il y a la France, mais il n'y a pas que la France. Mais il y a aussi la France. Et il y a même peut-être d'abord la France. Mais je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas se limiter à la France. Mais enfin, je sais pas hein, si ça répond à la question de Daouda, mais dans mon esprit, il n'y a vraiment pas d'opposition entre les deux. C'est les deux. Oui, Draman, tu veux compléter? Tu veux que je te répète la question? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oui, à la suite du camarade Régis, c'est clair que, comme l'a si bien dit Régis, je pense que la France fait partie de l'équation. Donc, il serait difficile de la mettre en dehors de l'équation. Mais je comprends la question de Daouda parce que aujourd'hui, le système capitaliste est international. Alors, il voudrait qu'on puisse au-delà de la France, s'attaquer à l'ensemble du système. Je comprends effectivement le sens de sa question, parce que c'est vrai, parce que actuellement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on aime ressasser le passé colonial et on se fixe trop dans le passé colonial, ce qui ne nous permet pas de prendre en compte les enjeux du moment. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas évoquer le sous-développement de l'Afrique en faisant table rase sur le passé colonial entre la France et ses colonies, mais on passe trop le temps à s'y fixer.
Alors aujourd'hui, on a vu des dictateurs, il suffit de dire out la France et le tour est joué. Et je pense qu'on joue avec effectivement, puisque ce sont des discours qui font battre les cœurs effectivement des populations. Et au revoir la France, et les gens pensent que on a fini avec le capitalisme. Donc je comprends ce que Daouda aurait voulu dire, parce que le système d'aide est au cœur de toutes les luttes. Donc il faudrait qu'on aille au-delà. Et comme l'a dit Régis, on ne peut pas faire une dichotomie, mais on peut aller au-delà. C'était juste pour voilà, ajouter ce que le camarade Régis avait dit. Merci. Merci beaucoup. Bah écoutez, je pense que là, ça fait 2 bonnes heures qu'on est en train de discuter. Je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, je propose bah, qu'on en reste ici. Si vous voulez, j'imagine que toutes les personnes qui restent sont déjà abonnées aux newsletters, etc. du CADTM, mais si vous voulez vous inscrire aux newsletters, n'hésitez pas à mettre votre mail dans le chat de la discussion. La prochaine formation, discussion en ligne, ce sera très probablement sur l'Amérique latine, probablement le 13 décembre, mais il n'y a pas encore d'événement, donc tout peut encore changer, mais comme ça, vous êtes déjà au courant. Et ben, si tout le monde est d'accord, ben, je propose qu'on clôture ici. Merci aux intervenants. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci, camarade Régis. Merci, Pablo. Merci, Pablo. Oui, merci à Merci vous. à tous Merci mes beaucoup. camarades C'est de vraiment Comanche. Ouais, Salut, merci beaucoup. très bonne Bonne soirée. soirée, merci à tout le monde. Merci. merci. Bonne soirée.